Quand j'ai terminé Cambridge, je me suis dit, tout le monde est content. Maintenant, je m'occupe de moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Donc, plutôt que d'aller travailler dans la finance ou dans un secteur qui ne me plaît pas, au moins pour ça, à minima, je vais me consacrer à des choses que j'aime. Le vrai moment de bascule où je dis, je pense à moi, c'est mes 50 ans. Quand Nike m'a appelé pour me proposer le poste de marketing manager de basket, je me suis dit, bah là, je vais travailler pour la marque pour laquelle j'ai été stagiaire. On a tous des rêves. Au moment où on rêve tous, quand moi je commence le basket, je suis à l'aube de mes 15 ans. 2 mois plus tard, j'ai 15 ans. Tous ceux qui ont commencé avant moi, ils ont commencé quand ils avaient 5-6 ans. Donc moi, j'arrive, je suis nul. Quand j'étais ado, je n'acceptais pas qu'on me fasse de coups fourrés, qu'on parle mal de moi ou qu'on me trahisse. Et mon ami qui part à La Rochelle et qui me recommande Racing, en vrai, la phrase qu'il a dite, c'est... Bienvenue sur Focus Parpreneur. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un invité, mais j'accueille quelqu'un avec un parcours assez difficile à résumer en une phrase. Donc, je vais d'abord faire une présentation. Ancien sportif de haut niveau, passé par le centre de formation du PSG, et oui, avec une vraie histoire marquée par le basket, à la fois comme passion, mais aussi comme moteur dans son parcours. Et oui, encore un basketteur comme moi. Derrière un parcours académique solide avec plusieurs masters, dont un passage à Cambridge, excusez-moi, une université reconnue mondialement, et c'est plusieurs masters, c'est pas un, il en a fait 2, qui va clairement ouvrir des portes et orienter la suite. Côté pro, des expériences fortes, notamment chez Nike, 11 ans en stage, il faut qu'on en reparle, puis à l'international avec la marque N1, où tu as travaillé sur le développement de collections textiles à grande échelle. Il y a aussi ton implication dans le développement du Quai 54. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus grand tournoi de streetball au monde. Et il était impliqué dès le début. Il y a les cofondateurs, donc d'ailleurs, bonjour à Amadoun et salut à Thibaut. Mais il y a aussi l'équipe. En plus, il y a toute la partie média, avec la co-création du magazine Rivers, qui t'amène à devenir journaliste, à produire du contenu, à interviewer certains des plus grands noms du basket mondial, et pas seulement. Je vais donner juste quelques noms. Michael Jordan, LeBron James, Iverson, Monsieur Mbappé. Excusez-moi, c'est pas des petits noms. Tu as été sollicité pour faire des interviews par la suite pour Infosport, pour l'équipe, pour France Télévisions, pour Canal+. À côté de ça, parce que c'est à côté de ça, tu développes aussi des événements, tu accompagnes des projets, tu actives ton réseau, tu envoies des joueurs aux États-Unis, tu travailles avec des institutions comme l'ESSEC sur le développement du sport, mais pas seulement. Bref, aujourd'hui, tu as plusieurs casquettes, entrepreneur, dirigeant, journaliste, consultant, producteur de contenu multimédia, coach, acteur, développement du sport. Hi, this is Carlos Boozer with the French Insider. You too, brother. Yeah, LeBron. This is Stephen Curry from Golden State Warriors. I'm with the French Insider. C'est la vie qu'on a choisie. What's up, this is Jay Smooth with the French Insider. Bienvenue à Mamie Souma. Merci. Ça fait beaucoup de choses. C'est toi. C'est vrai. J'ai peut-être oublié des choses. Non, enfin, oui, il y en a plein que je n'ai pas cités, mais il faudrait plusieurs épisodes, je pense. Ouais, je pense aussi. Et aujourd'hui, tu as plusieurs casquettes, je l'ai dit. Et ce qui est intéressant, en fait, malgré cette diversité, tout est autour du sport. Oui, il y a toujours ce point commun. Ouais, toujours ce fil rouge. Et je veux aussi qu'on creuse cette partie-là, puisque sur Focus Parpreneur, on met en avant la synergie entre le sport et l'entrepreneuriat. Et là, on est en plein dedans. Et pour moi, c'est un honneur que tu aies accepté de venir. Parce que, au-delà de ça, en fait, pour moi, dans les plusieurs casquettes, je pense que tu es un mentor pour certains et une inspiration pour d'autres, et notamment pour moi. Merci. Non, mais honneur partagé. Non, mais vraiment, je vais commencer comme ça. Tu aurais pu faire encore plein de choses. Mais pourquoi tu es resté dans le sport ? La liberté. Ok. La liberté, c'est la liberté. Les choix m'ont été imposés. J'ai envie de dire qu'enfant, on m'a poussé vers
souvent vers l'excellence, en tout cas jusqu'au lycée. Et j'ai toujours voulu satisfaire mes parents et satisfaire les autres. Puis j'ai vécu la vie que tout le monde voulait que je mène. L'enfant qui est à l'écoute, qui s'instruit, qui lit beaucoup, qui est respectueux des valeurs, des codes. Quand j'ai terminé Cambridge, je me suis dit, tout le monde est content. Maintenant, je m'occupe de moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Donc, plutôt que d'aller travailler dans la finance ou dans un secteur qui ne me plaît pas, au moins pour ça, à minima, je vais me consacrer à des choses que j'aime. À quel moment tu as eu ce moment de bascule où tu t'es dit, là, je vais penser, entre guillemets, à moi? Le vrai moment de bascule où je dis, je pense à moi, Ouais. c'est mes 50 ans. Donc, c'est là, il n'y a pas très longtemps. Ok. Mais avant, c'est vraiment le moment où je termine mon cursus et où mon directeur de programme à Cambridge nous oriente vers des positions stratégiques, notamment dans les pays du Moyen-Orient. Et je vois que j'ai vu beaucoup de mes promotionnaires partir à Dubaï pour travailler dans la finance. Et il fallait valoriser, en gros, le diplôme qu'on avait. Et moi, j'ai été recruté, j'ai passé des entretiens pour être marketing manager chez Nike. Donc, basket, volley, handball, donc j'ai été pris. Et dans la foulée, j'ai été débauché par N1 qui m'a proposé un poste à l'international. Et en fait, quand Nike m'a appelé pour me proposer le poste de marketing manager de basket, donc j'allais remplacer mon mentor Philippe Morin, qui a développé le basket, qui a lancé le Red Outdoor, avec qui on a bossé sur le développement des camps Nike, qui m'a mis dans son équipe de travail pour développer les camps Nike. Il m'a impliqué dans des projets de développement autour de Tariq Abdul-Wahad, autour de Moustapha Sonko. Je me suis dit, là, je veux travailler pour la marque pour laquelle j'ai été stagiaire. 11 ans. Non, mais tu peux m'expliquer? Quand même, je voulais m'arrêter dessus. Ouais, c'est vrai. Alors, en gros, Philippe Morin, lui, c'était un précurseur. Il avait cette vision américaine du basket. Il était déjà en lien avec eux. Et il avait cette volonté de retranscrire ce qui se faisait dans l'événementiel sportif basket américain en France. Développement du streetball, développement de produits autour de la pratique du streetball et la recherche de jeunes talents, dont Moustapha Sonko. Moustapha Sonko, j'en profite comme tu es une légende du basket français, streetball. J'ai encore regardé le documentaire hier. Champion olympique, Salut, joueur d'Euroleague, vraiment légende. Nous, on l'a mis en couverture de notre premier magazine. C'est dire l'importance qu'il a eu pour le basket français. Et on estimait qu'il n'était pas assez mis à l'honneur. Mais du coup, je disais... Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, Tariq Abdul-Wahad, Sonko... Voilà. Donc, Philippe Morin, chaque fois qu'il avait un projet un peu novateur, il voulait avoir autour de lui différents types de conseils. Donc, il faisait appel à Henry Fields, qui était l'Américain le plus titré en France, un coach qui a été joueur en France et qui avait... cette double culture américaine et française. Il faisait appel à des gens en qui il avait confiance dans le basket. Et parmi les jeunes qu'il avait identifiés, je figurais et il faisait appel à moi chaque fois qu'il avait un projet. Tiens, là, on va lancer une campagne autour de Tariq Abdul-Wahad. J'ai besoin de quelqu'un là. Tu veux pas faire un stage? Je dis, j'ai école. T'habites à Saint-Olomoun. On est à Saint-Olomoun. Tu viens quelques heures par semaine, on s'arrange après l'école, avant l'école, le mercredi, tu fais rien. Ouais. Tu viens, on s'entraîne le midi, il y avait un gymnase dans l'enceinte des quartiers de Nike à Saint-Olomoun, et donc je pouvais aller m'entraîner, il me donnait des habits, on allait au magasin, il me donnait des habits tout neufs. Et derrière, je travaillais sur des projets. Et donc, chaque année, il me mettait sur des projets, il m'a mis sur le Hoopy Rose à Bercy. Quand les joueurs NBA, Scottie Pippen, Charles Barkley sont venus, donc j'étais sur le projet. Enfin, il m'a mis sur plein de projets à chaque fois. Et soit je devais lui faire part de mes connaissances, que j'avais une réelle connaissance du basket high school et universitaire américain. Parce que j'étais abonné à Slam, mais j'étais abonné à d'autres magazines. New Sport avant, qui étaient des magazines de sport qui parlaient de sport US en anglais. Donc j'avais toute cette culture. Et comme je les recevais chaque mois, tout ce que je lisais, je l'avais en tête. Et en même temps, j'avais... La chance que j'avais, c'est que j'étais à Cergy. Et à Cergy, il y avait le câble. Le câble avant tout le monde. Le câble était en test à la Défense et à Cergy. Donc, j'avais accès au basket américain. Câble, du coup, pour avoir les chaînes... D'autres chaînes. Que les chaînes hertziennes. Ouais. Et à l'époque, il n'y avait que 6 chaînes hertziennes. Ouais. Et nous, on avait le câble. Ce qui fait qu'on avait MTV, on avait la culture hip-hop. Ouais. Et on avait les chaînes de sport qui nous permettaient d'avoir accès à des matchs universitaires et à la culture universitaire américaine. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était les années 90 on va dire 99.
Enfin, Mais 88, le câble, c'était 88. C'est pour les plus jeunes, en fait, ils vont peut-être pas comprendre. En fait, il y avait pas beaucoup de chaînes à une époque. On n'avait pas accès à toutes ces chaînes-là, et c'était s'ouvrir en fait à un autre monde, en fait, entre guillemets. Complètement. Et du coup, t'as pu profiter de ça. Et vous, petite parenthèse, mais vous voyez son expertise basket. Et là, on n'est qu'au début, en fait, Non, au début de notre échange. Ouais, c'est connaissance. impressionnant. C'est impressionnant. Et celui qui m'a motivé à aller chercher encore plus d'informations, c'est Samir Hamoudi. Samir Hamoudi, c'est un footballeur américain qui est devenu journaliste et qui était spécialiste sur différentes chaînes du câble. Bon, il est passé par RMC, l'équipe, beIN Sport. Il était spécialiste de basket américain. Et à chaque fois, il m'apprenait des nouvelles choses. Donc, à chaque fois, j'allais chercher les informations. Je demandais à mon réseau américain qui était le joueur, et je voulais savoir, en fait, qui étaient les différents acteurs à mon âge qui avaient des chances de percer, parce que moi, j'étais encore dans l'optique de devenir un basketteur pro. Donc, il fallait que je comprenne comment eux travaillent pour moi arriver à ça. Oui, mais tu dis, t'as fait ce rêve, en fait, de devenir joueur NBA, il me semble, si on précise vraiment. Complètement. Il y a le fait de travailler, Ouais, on va dire son talent, ses compétences, son jeu, et le fait de connaître, en fait, le contexte. Et toi, tu as fait ce choix-là, en fait, de comprendre dans quoi tu irais. C'est pas forcément le choix de tout le monde. Pourquoi, justement, cette bascule? C'est ce côté curieux que tu as? Il y a la curiosité, mais il y a aussi la volonté d'y arriver, parce que finalement, on a tous des rêves. Mais au moment où on rêve tous, quand moi je commence le basket, je suis à l'aube de mes 15 ans. 2 mois plus tard, j'ai 15 ans. Tous ceux qui ont commencé avant moi, ils ont commencé quand ils avaient 5-6 ans. Donc moi, j'arrive, je suis nul. Première année. Et rapidement, avec le coach que j'ai eu, l'équipe que j'ai eue, j'ai évolué, mais très rapidement dès la première année. Donc j'ai été pris en sélection du Val d'Oise, puis après en sélection Île-de-France. 2 ans après, j'étais en espoir. Dans la même année, dans la même année où je suis passé espoir, je me retrouve à faire des entraînements avec les pros, à être sur leur banc. Donc en fait, tout a été fulgurant. Là, j'ai une question parce que effectivement, tu as progressé énormément vite et ils ont repéré aussi ton talent, parce que je pense qu'il y en a qui t'ont donné la chance aussi et qui ont repéré ça. Tu as évolué, là on est pur basket, mais tu as évolué uniquement en club ou tu as joué à l'extérieur en streetball? Alors concrètement, je dirais pas streetball tout de suite, parce que quand j'ai commencé à jouer, c'est avec mon voisin, Michael Nakache. Nos maisons étaient mitoyennes. On avait une petite haie, et il avait un panier de basket d'enfants avec un petit ballon. Et on se faisait des concours de shoot. Ouais. Puis après, quand on a commencé à être vraiment bon sur les concours de shoot, on mettait le panier devant notre parking et on jouait nous 1 contre 1. Okay. Donc moi, mon jeu, c'était de jouer contre lui contre moi. Bon, on dunkait parce que c'était des petits paniers. Ouais. Et finalement, on a décidé de s'exporter vers le playground de la ville. Et puis, moi, j'ai un cousin, Moustapha Soumaré, qui jouait avec Moustapha Sonko, qui me dit, si tu joues au basket, viens jouer avec nous. Et il m'emmène au CIS à Clignancourt. Et donc, au CIS à Clignancourt, il y a des joueurs qui sont professionnels ou qui sont en National 1 à l'époque, et qui sont très, très forts, et qui sont le futur du basket français. Donc, il y a Moustapha Sonko, il y a Makan Djoumassi, je parle de ceux qui ont été en équipe de France. Hein. Il y en a d'autres, il y a Tariq Abdoulouad, et il y a plein de joueurs qui sont professionnels, et qui sont jeunes, et qui jouent en street à chaque vacances scolaires. Et moi, j'arrive dans cet univers, sorti de Saint-Olomone en département. Ouais. Il faut comprendre que quand j'arrive là, il n'y a que des joueurs super forts. Mais je viens de l'écosystème de Cergy. En venant de l'écosystème de Cergy, j'ai MTV. Donc, comme j'ai des oncles qui sont aux États-Unis, je suis habillé comme un Américain. C'est-à-dire, à l'époque, on voit des baggy, on voit des chemises larges que dans Le Prince de Bel-Air. Ouais, et j'ai la chance d'avoir un cousin qui était tout le temps aux États-Unis, Amadou Sidibé, le fondateur du Quai 54. Et lui, il allait déjà emmener des habits. Et donc, je me retrouve habillé comme un Américain. Et surtout, je suis dans l'écosystème de Cergy. Ouais. Très bon étudiant, je fais du théâtre. Et mon kiff, c'était de devenir basketteur ou rappeur. Donc, j'intègre un groupe de rap. Et en rappant, mon cousin m'emmène à OCS Clignancourt en disant, j'ai un cousin qui fait du basket, il faut qu'il joue. Et à Clignancourt, à cette époque, il y a 200 joueurs dans le gymnase, mais il y a 5 équipes. Il y a 25 joueurs qui jouent. Ouais. Les autres, ils regardent. Mon cousin me présente et ils me font jouer avec eux.
Je suis pas bon, donc je me fais tirer les oreilles par tout le monde. Les jeunes, c'était à l'époque Thierry Zig. On n'était pas beaucoup. Il y avait Michael Uri, Thierry Zig et moi, on était 76, 75 à venir jouer. Sinon, tous les autres, c'était des 72, 71. C'est des plus vieux. Et il se trouve que on joue. Et puis quand on finit de jouer, à l'époque, dès qu'on terminait, on allait au KFC à Châtelet. Et mon cousin dit, lui, il rappe. Donc, je rappe. Et quand je rappe, tu vois plein de grands, 2,5 m, 30 kilos MBA qui sont en train de danser à côté de moi. Mais il est trop fort, il est plus fort que Chabaranx. Et donc je suis devenu un peu leur chouchou. Ouais. Et tu reviens demain. Et du coup, j'ai commencé à jouer avec eux. C'est-à-dire que j'ai joué avec Mustapha, avec Magloire, avec Madiane, avec tous les joueurs de l'époque, qui étaient des joueurs connus sur les playgrounds. Et en fait, ils m'ont aidé à hisser mon niveau de jeu, à être dans la diversité beaucoup plus forte, et à me dire que potentiellement, moi aussi, je peux y arriver. Et puis, ils étaient tous dans des grands clubs. Moi, j'étais en département. Et je ne connaissais pas les voies pour arriver au haut niveau. Et c'est dans ce mix de personnes que j'ai rencontrées que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des centres de formation, qu'on pouvait aller jouer plus haut, qu'on pouvait être en sélection. Et c'est ce qui m'est arrivé, finalement, c'est que dans ce parcours un peu sinueux, rapidement, j'ai été repéré parce que je défendais bien, parce que j'étais athlétique et que j'apportais à l'équipe et que j'étais déterminé. J'étais une vraie force, donc du coup, j'ai été pris. Voilà. Du coup, au centre de formation du PSG. En gros, je ne savais même pas qu'il y en avait un, en fait, à l'époque. À l'époque, juste pour la petite histoire, c'est un ami en sélection qui partait à La Rochelle, qui était en Pro B à l'époque, en centre de formation, qui me dit « Bon, moi, j'étais au Racing, je t'ai recommandé, tu vas y aller. » Et j'y vais. Il me dit « C'est un centre d'information, si tu vas, t'inquiète pas, t'es grand, ils vont te prendre. » J'y vais et je passe les tests et je marche sur tout le monde, donc je comprends pas ce qui se passe. Et le coach dit en fait, ce qui serait mieux, c'est que tu reviennes demain. Parce qu'on nous a dit que tu étais grand, athlétique et tout, mais ici, c'est l'équipe 3, tu n'as rien à faire ici. Je dis, mais l'équipe 3 de quoi? C'était l'équipe 3 cadette. D'accord. Donc, je reviens le lendemain. Franck me reçoit, je fais l'entraînement, je marche sur tout le monde, il me dit, mais tu n'as rien à faire ici, il faut que tu reviennes vendredi. Et l'équipe 1, je dis, mais je ne comprends pas, c'est quoi ces systèmes? Mon père, il dit, moi, je ne vais pas faire tous les jours Saint-Antoine de Porte de Clichy. Et je me retrouve rapidement à revenir le vendredi en Cadet France à l'époque, donc U18 France. Ouais. Et là, on est en avril, et le coach dit, moi, chaque entraînement, je garde 2 joueurs, parce qu'on venait faire des essais. Si je vous garde, vous pouvez revenir. Si je vous garde pas, vous revenez jamais. Pour moi, c'est clair. Et donc, en fait, à chaque entraînement, il donnait une liste de noms. C'était tous les noms qui ne revenaient pas. Donc, en fait, chaque entraînement, mon cœur sortait. C'est quoi cette torture? Je ne sais pas qui c'était, mais c'est quoi cette torture? Et donc, le coach, lui, il s'appelait Dorigo. Jusqu'à fin juin, je revenais tous les vendredis. Et finalement, il n'a jamais dit mon nom. Et donc, fin juin, il me dit bienvenue au Racing, donc tu vas jouer avec moi, mais j'ai donné ton profil au centre d'information, je pense que tu vas aller jouer en espoir. Et effectivement, j'ai été pris avec eux. À l'époque, dans mon équipe, il y avait Joseph Bissang, qui est le président de la commission des arbitres, du syndicat des arbitres, arbitre Euroleague. Voilà, j'ai été pris au centre d'information du PSG, alors que j'avais en réalité 1 an et 2 mois de basket, parce que j'ai fait 2 ans de basket au préalable, avec 8 mois d'arrêt, parce que j'avais mal au dos. Croissance trop rapide. Il y en a qui ont cette chance-là, une croissance trop rapide, une croissance courte. Mais en fait, c'est déjà, en fait, tu as donné tellement de noms qui, pour moi, sont des grands noms des personnalités en fait du basket français qui ont évolué, qui ont fait leur cheminement en fait jusqu'à aujourd'hui. Et toi, en fait, t'as jamais eu d'appréhension parce que rentrer avec les grands entre guillemets, ok, tu rappais, etc., mais tu devais montrer que tu étais capable en fait sur le terrain. Au centre de formation, ou quand tu as fait justement les essais et que à chaque entraînement, on te dit peut-être que tu vas pas être pris. Tu étais quand même à 100%. Tu te posais pas de questions. Tu disais j'y vais à fond. En fait, ce qui a changé la donne, c'est une information que j'ai pas donnée. C'est que donc j'étais en sélection et celui qui m'a recommandé, il a dit quelque chose qui, moi à l'époque, j'étais très susceptible. Donc les mots, c'était super important. Je fais très attention à l'autre. Je fais très attention à ce que je dis. Je prends soin de l'autre. Et quand j'étais ado, je n'acceptais pas qu'on me fasse de coups fourrés, qu'on parle mal de moi ou qu'on me trahisse.
Et mon ami qui part à La Rochelle et qui me recommande au Racing, en vrai, la phrase qu'il a dite, c'est « Il est grand, il est athlétique, il défend bien. Bon, il est nul, mais il fera l'affaire. » Et quand le coach de l'équipe 3 me dit ça et qu'il me dit que j'ai rien à faire là, en fait, je le prends en grippe. Et aujourd'hui, c'est un marketing manager chez Adidas. Et je crois qu'il est à La Réunion maintenant, même d'ailleurs. Voilà, c'est un pote à moi, mais bon. Ouais. Il avait dit ça. Et Ouais. quand il a dit ça, mon mindset, il s'est transformé. Et en fait, ça a changé ma vision des choses. Et j'ai dit, en fait, j'ai plus d'amis parce que je le prenais pour un frère. Et pour moi, il m'a sali parce que j'étais pas nul. La preuve, c'est mon ascension fulgurante à un moment donné. Et je suis rentré sur le terrain déterminé. Et en plus de ça, quand je suis arrivé en équipe 1, là, U18 France du PSG, du Racing à l'époque, le coach avait demandé aux espoirs de descendre et aux mecs qui étaient forts de m'intimider Ok. pour voir comment j'allais réagir. Ouais. Et ça a forgé mon caractère. Ça veut dire que j'ai changé complètement. J'étais fermé. Quand je rentrais entre les 4 lignes du terrain, j'avais plus d'amis. Moi, je suis nul. On va voir. Ouais. Déjà, toi, tu touches pas la balle. Et quand tu vas toucher la balle, tu marques jamais avec moi. Tu vas souffrir. Et donc, c'était mon point d'orgue. Et donc, ça m'a emmené, ça m'a permis d'évoluer pendant très longtemps, jusqu'à ce que j'arrive en Croatie. Mais bon, c'est un autre sujet. Je C'est t'expliquerai. un autre sujet, mais moi je trouve ça. En fait, j'entends et je comprends en fait ce que tu dis. Où à un moment, en fait, tu veux prouver que non, tu t'es pas nul, t'es là en fait, t'as ta place et tu peux aller la chercher en fait. Et enfin. Ça fait tomber toutes les barrières. En fait, t'as plus de peur. En fait, tout ce que tu as à faire, c'est prouver. C'est élever ton niveau de jeu, mais surtout élever ton niveau de concentration. C'est pas te laisser prendre par les émotions. C'est vivre l'instant en se disant comment je peux optimiser chaque instant. Et en fait, quand tu rentres dans ce mindset-là, c'est comme si tu étais dans la zone. Parce que quand tu es dans cette zone-là, ton focus, il est tel que tu veux constamment, tu vas marquer. Les gestes que tu connais, en tout cas, si tu les maîtrises, tu vas les faire à la perfection dans le bon timing. Les opportunités, tu vas les saisir au bon moment. Il y aura pas de train que tu vas laisser passer. Tu vois? Ouais. Merci pour la petite référence Slam Dunk. Moi, t'es dans la zone. Moi, je vois déjà les images pour ceux qui connaissent. Ce qu'on entend ici, ce n'est pas juste le début d'un parcours. C'est une construction. Le sport comme point de départ. Pas seulement comme passion, mais comme cadre. Un cadre qui impose des règles, rigueur, répétition, discipline, exigence. Et sans forcément en avoir conscience, il développe déjà des réflexes qu'on retrouve ailleurs. Apprendre à tenir, à progresser, à rester concentré quand ça devient difficile. Parce qu'au fond, ce qu'il construit sur le terrain, il le réutilisera plus tard, ailleurs. Et c'est là que la bascule commence. On en parle dans le prochain épisode.